Bonjour et bienvenue sur la chaîne dédiée à la parentalité. Je suis Paola Pérez et j'accompagne et je soutiens des familles depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clara Bellart pour nous parler de son dernier film Être et devenir, qui est actuellement en salle et en vente en DVD. On va aborder un peu le thème du film en général et plus particulièrement des apprentissages informels à travers toutes les personnes que tu as pu rencontrer et les témoignages de personnes qui suivent cette possibilité. Merci Clara d'être là. Tu es comédienne, réalisatrice, tu es maman de 2 enfants et tu parles plusieurs langues, ce qui t'a permis aussi d'aller dans différents pays, de te sentir comme un poisson dans l'eau. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a amené à faire ce film? Oui, en fait, c'était une quête personnelle. Vraiment, en fait, j'ai découvert ce paradigme complètement martien de l'apprentissage autonome qui s'appelle... il a autant de noms différents que de familles que j'ai rencontrées. Donc, en France, apprentissage informel, autonome, aux États-Unis, unschooling, au Canada, life learning, j'aime beaucoup ce terme. C'est vrai que c'est en joli. Australie, natural learning ou organic learning. En Angleterre, autonomous learning, informal learning, child-led learning, il y a aussi self-directed learning. En français, on ne traduit pas facilement ces termes. J'aime beaucoup self-directed, child-led learning, self-led learning. Tout ça, on ne peut pas le dire en français. Donc finalement, le terme apprentissage autonome est juste parce que c'est vraiment le mot autonomie qui est au centre. C'est vraiment apprendre comme on le souhaite, apprendre comme cela nous convient dès le plus jeune âge. Donc certains choisiront l'école, et d'autres choisiront d'apprendre de manière beaucoup plus informelle et de ne pas non plus faire l'école à la maison. Oui, d'accord. Donc quand j'ai découvert ça, en fait, je me dis mais comment est-ce qu'ils vont apprendre? Je pensais qu'on ne pouvait apprendre que si on nous enseignait. Et donc j'étais très intriguée mais aussi très curieuse et j'ai eu envie assez vite de faire un documentaire parce que je rencontrais beaucoup d'enfants dont les parents avaient fait ce choix en famille, mais c'était moins facile de rencontrer des adultes qui auraient grandi ainsi. Et bien sûr, on a envie parce qu'on se dit mais qu'est-ce que ça va donner? C'est bien beau, oui. Effectivement, les enfants, waouh, ils sont directs, ils te parlent vraiment comme... Ils n'ont pas peur de l'adulte, il n'y a pas cette séparation. Les affinités se font ou pas, mais c'est pas par tranche d'âge. Donc parfois, ils te parlent d'un ami et puis tu te rends compte que leur ami a 73 ans. Et puis, ils sont vraiment très occupés, depuis un très jeune âge, très intéressés par des projets personnels qui les occupent vraiment, donc très responsables de leur mission. Et je me disais, mais et après? Est-ce qu'ils vont grandir? Et comme le dit André Stern, on pense que si on ne va pas à l'école et si on ne fait en plus pas l'école à la maison, on va être asocial, illettré, au chômage, sans amis, sans travail. Voilà, bon, je me suis rendu compte très vite que c'était pas du tout ça, mais j'ai eu envie de rencontrer des personnes adultes qui auraient grandi comme ça et aussi j'ai commencé à bouquiner, à dévorer des livres et j'ai eu très envie d'aller rencontrer les auteurs de ces livres. Et aussi, une question qui revenait souvent, c'est et s'ils veulent faire des hautes études, est-ce que toi, ton parent, tu les prives de cette possibilité? Donc j'ai eu envie aussi d'aller rencontrer des personnels d'admission de grandes universités. Voilà, donc c'était vraiment une quête personnelle. Et après, assez vite, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'informations, en tout cas en France. On ignore même que c'est un choix possible légalement. Et ensuite, quand on l'apprend, on pense que c'est une très 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 mauvaise idée pour toutes les raisons que j'évoquais précédemment. Donc je me suis dit que c'était important de partager, que j'avais eu la chance de tomber dessus, mais vraiment une chance. Je pense que mes enfants auraient pu arriver à l'âge de 20 ans sans que je n'ai jamais entendu parler de cette possibilité. Et je pense que j'aurais pas été contente de ne pas savoir que c'était un choix possible. Voilà. D'accord, donc tu as voulu partager toutes les informations que tu as pu récolter à titre personnel et les belles rencontres que tu as pu faire. Et faire connaître cette possibilité, cette autre modalité pédagogique qui est un choix possible parmi tant d'autres. Et du coup, tu as pu voir aussi des familles ou des personnes, comme tu dis, qui ont écrit des livres ou qui se sont vraiment intéressées à ce sujet-là dans différents pays, puisque tu as pu en voir en France, mais tu as pu en voir aussi aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne.
Et puis après, j'imagine qu'à travers toutes les projections que tu as pu faire, tu as pu découvrir encore d'autres façons d'aborder le sujet dans les pays que tu as pu visiter. Oui, ce qui est très, très riche vraiment avec le fait de passer en salle de cinéma, c'est que du coup, les personnes qui viennent voir le film viennent de tous les horizons. Il y a des personnes qui ont déjà fait ce choix, il y en a d'autres qui n'en avaient jamais entendu parler, il y en a d'autres dont les enfants sont en demande, mais ils se posaient des questions, ils étaient inquiets. Il y a des grands-parents qui viennent parce que leurs enfants ont fait ce choix pour leurs petits-enfants, ils sont très inquiets, ils pensent que c'est quelque chose une lubie de leur fils et un cas isolé, puis se rendent compte qu'il y a une réflexion derrière, qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont fait ce choix, ils sortent rassurés. Il y a des adultes qui n'ont pas du tout l'intention ni d'être parents un jour, mais qui ont une réflexion sur leur propre parcours. Et donc une personne en salle qui nous disait l'autre jour qu'elle souffrait encore à 30 ans du syndrome de la bonne élève, que c'était très difficile pour elle de rompre ça et d'arrêter de vouloir tout faire pour les autres, pour leur faire plaisir, de faire ce qu'on attendait d'elle. Il y a une personne qui était harcelée au travail et qui était en arrêt de travail post-traumatique et qui pensait retourner à ce poste parce qu'elle avait, nous expliquait-elle, assimilé le fait que l'humiliation et la maltraitance c'était normal, c'était la vie. Parce que depuis toute petite, c'était comme ça. Et là, en fait, c'était une pièce du puzzle dont elle avait besoin pour se rendre compte qu'elle pouvait dire non et qu'elle pouvait finalement reconstruire autre chose. Il y a des personnes qui souvent, d'ailleurs, dans les parents, les familles que j'ai rencontrées, et pour le film et après, moi, j'arrivais avec un a priori comme quoi il y avait quand même une grande notion de sacrifice pour les parents, puisque ça demande beaucoup de temps avec les enfants et la carrière. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bon, d'abord c'est un choix, c'est pas du tout vécu comme un sacrifice, c'est un choix de passer effectivement du temps ensemble, ça c'est indispensable. Mais souvent du coup le parent à 40 ou 50 ans change de métier parce qu'il se rend compte quand il voit son enfant s'épanouir que lui finalement ne fait pas ce qu'il a envie de faire et que peut-être qu'il n'est pas trop tard et qu'il en est peut-être capable et du coup reprend confiance en lui parce que l'apprentissage autonome, il y a une chose qui est vraiment très importante à comprendre, c'est que ça ne demande pas le fait de ne pas scolariser son enfant et de le laisser apprendre de façon autonome. Il y a 1000 façons de le faire et la communauté est vraiment très présente, l'entraide, la débrouillardise. Donc en fait ça ne demande pas forcément de conditions financières élevées, au contraire c'est un choix qui implique souvent qu'on gagne moins et qu'on dépense moins et qu'on passe plus de temps ensemble. Ça ne demande pas non plus des parents diplômés, cultivés, pas du tout, parce qu'on découvre ensemble et puis que de toute façon les intérêts de l'enfant divergent totalement de ceux du parent dès un très jeune âge. Donc c'est l'enfant qui va se trouver lui-même un réseau de mentors bénévoles pour apprendre ce qui l'intéresse et auquel le parent ne connaît strictement rien, de toute façon, même s'il est diplômé. Mais en revanche, c'est un choix qui implique un énorme travail sur soi. Et donc souvent, on me dit, quand je demandais est-ce que c'est difficile, ce choix, vous le vivez comme un choix difficile, et on me répond en fait, c'est pas difficile pour l'enfant d'apprendre, parce que les enfants sont des machines à apprendre, l'enfant apprend tout le temps, on peut juste ne pas interférer. Mais ce qui est vraiment très difficile, c'est pour le parent de ne pas avoir d'attente et de lâcher prise. Et ça, c'est une remise en question permanente, des pressions de la société permanentes, et puis un formatage qu'on a intégré. Exactement. Oui, donc c'est le deuxième effet qui se coule, quoi. Le premier effet qui se coule pour l'enfant, le deuxième effet qui se coule pour le parent qui, lui, grandit et apprend à travers ce choix. Oui, parce que voilà ce que j'ai vu, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on ne peut pas apprendre à faire confiance à ce point à l'autre, à son enfant et en la vie, sans que forcément on réapprenne à se faire confiance. Et c'est pareil pour l'écoute. Donc tout d'un coup on se retrouve adulte à réapprendre à écouter la petite voix intérieure qui nous dit ce qu'on a vraiment envie de faire de nos vies. Et ce qui est génial, c'est que finalement c'est jamais trop tard. Alors j'ai aussi rencontré des retraités qui disent moi j'ai attendu toute ma vie d'être retraitée pour faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Et c'est incroyable parce qu'il y a des jeunes qui m'ont dit j'attendais d'avoir le bac pour enfin faire ce que j'avais envie de faire de ma vie. Mais parfois on attend carrément d'être retraité et on passe sa vie entière à faire ce qu'on n'a pas envie de faire finalement. Et puis tout d'un coup,
on se rend compte que finalement on peut gagner beaucoup moins, mais aussi dépenser, consommer beaucoup moins, être beaucoup plus producteur de ce qu'on consomme, et puis faire fonctionner vraiment l'entraide, le troc, les échanges. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi dans les échanges entre familles, c'est que parfois il peut y avoir, souvent ce choix implique que le papa passe au 4/5e, la maman au 3/5e par exemple, et qu'il y ait donc 1 ou 2 jours dans la semaine où l'enfant est avec une autre famille, avec un de ses meilleurs amis, ils vont à leurs activités ensemble avec l'un des autres parents. Et en fait, ce que l'autre famille va donner en échange, ce ne sera pas forcément du donnant-donnant. Ah, tu passes une journée avec mon enfant, je passe une journée avec le tien. Ça ne va pas non plus être de l'argent, mais ça va être par exemple préparer un repas, partager des légumes de son jardin, ou même finalement donner à quelqu'un d'autre plus tard à un autre moment. Voilà, c'est cette économie du don en fait dont m'ont parlé des personnes en Inde qui ont organisé une projection la semaine dernière, un projet de reflorestation. Il y a plus de 1000 volontaires à Sadhana Forest. Voilà, l'économie du don, c'est un tout autre paradigme. Mais en fait, du coup, je me suis rendu compte que c'était pas juste un film sur l'apprentissage, mais que quand on se posait ces questions-là, il y avait forcément des questions d'écologie, de respect de la planète, des animaux, et aussi de presque politique en fait. Donc c'est beaucoup plus vaste que... Enfin, ça touche... Ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que ça touche en fait chacun, à divers niveaux. Et que l'on soit adulte ou enfant, ou même soit jeune, soit plus vieux, soit avec des enfants qui sont à l'école, soit déjà avec des enfants qui sont non scolarisés, ça touche de toute façon. Et notre élan de vie en fait est reconnu dans ce film. En fait, c'est comme si ça permettait de enfin être ce que l'on voudrait être, ou enfin pouvoir se dire ok, je donne ça. C'est ce que je peux donner à mes enfants, c'est ce que je peux me donner aussi à moi-même ou à mon entourage. Oui, parce qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de dire il faut aller à l'école, il ne faut pas aller à l'école, c'est pas du tout ça le propos. En fait, je pense que c'est beaucoup plus large, il s'agit de confiance en l'enfant et son développement, et du coup en l'humain et son développement. Et voilà, effectivement, il y a beaucoup de spectateurs qui n'ont pas du tout l'intention de déscolariser leurs enfants ne sont pas du tout en demande, mais en revanche, l'effet du film, c'est plus de confiance, plus d'écoute, être moins sensible aux pressions du système, de la société. Voilà, et ça c'est vraiment très très important. Et donc du coup des relations beaucoup plus fluides, pas d'attente. C'est chouette. C'est vraiment chouette. C'est vraiment un beau moment, une belle aventure. Et on est beaucoup de personnes en fait à avoir participé à des ciné-échanges partout en France, tous les dimanches à Paris au Saint-André-des-Arts depuis 1 an, mais ailleurs dans le monde aussi. Et ce sont des moments vraiment très, très intenses parce que parfois au bout d'1 heure, il y a quelqu'un dans le public qui se lâche et qui se met à dire en plus en public des choses qui n'ont jamais été partagées avec personne, et beaucoup d'émotions qui sortent. Et c'est un cadeau extraordinaire que nous font ces personnes en fait, de partager ces choses-là dans des conditions en plus en public avec des inconnus. Et donc des papas, des hommes qui pleurent, c'est tellement rare. Et ils se donnent cette permission parce que finalement il s'agit tellement d'authenticité quand on voit tous ces témoignages dans le film, d'être soi, et il y a plus tous ces stigmas sur les émotions, voilà. Et en fait on me dit parfois mais vous allez encore au ciné-échange, mais j'avoue que ça, je reçois autant que je donne. C'est très nourrissant pour moi aussi. Et donc ce film-là est en projection, comme tu disais, sur Paris, au cinéma Saint-André-des-Arts depuis plus d'1 an, et ça continue, avec à chaque fois des intervenants diverses et variés qui viennent partager, échanger après le film. Et puis aussi en province. Et là, sur le site de Être et Devenir, on peut voir les salles et les dates. Oui, et on peut aussi proposer
tout simplement au cinéma de notre ville, de notre village, de le diffuser. Oui, c'est vraiment assez simple en fait, et ça s'est beaucoup fait ainsi. C'est l'auto-distribution avec l'aide de la communauté de façon tout à fait collaborative, et on a mis en place une page sur le site qui s'appelle Organiser une projection. En fait, voilà, on se fait un plaisir d'accompagner cette démarche, mais c'est vraiment tout à fait simple. Et depuis un mois environ, le Printemps de l'éducation est partenaire d'Être et Devenir, et donc aide aussi à organiser des échanges à travers ces relais locaux, en France et ailleurs d'ailleurs, parce qu'il y a un relais du Printemps de l'éducation en Espagne, à Palma, qui organise une projection en septembre. Et voilà, c'est formidable parce que ça permet de vraiment ouvrir le débat à des questions très larges de comment éduquer autrement. Et le film offre voilà, une matière qui permet d'aller plus loin dans la réflexion ensemble. Et le DVD est sorti, mais je pense que, là il y a quelques jours, mais je pense qu'un DVD ne remplacera jamais ce type d'échange qui en plus permet de créer du lien localement. On a souvent tellement de surprises des personnes dans la salle, de découvrir qu'il y en a d'autres qui se posent les mêmes questions alors qu'ils pensaient être vraiment seuls dans un petit village. Et alors les cinémas mettent spontanément à disposition une feuille pour remplir les emails adresses, pour pouvoir se reparler, rester en contact. Et voilà, ça c'est... Et puis ce que je trouve intéressant, c'est que quand les projections se font localement, il y a vraiment une dynamique, et du coup il y a un réseau, il y a vraiment des échanges locaux qui se font et qui vont au-delà du film. C'est vraiment du lien social qui se crée à travers ce film. Donc c'est vraiment un super cadeau que tu nous offres. Oui, et que toutes les personnes qui ont accepté d'intervenir dans le film, parce qu'en fait c'est pas évident d'accepter. Moi je débarquais avec ma caméra, et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années on me dit qu'en France assez systématiquement, quand des personnes qui avaient fait le choix de ne pas scolariser leurs enfants acceptaient d'être interviewées par la presse, les propos étaient pris hors contexte, déformés, et c'était vraiment très négatif. Donc moi j'arrivais, a priori je disais que j'étais ouverte et que j'avais envie d'apprendre, de comprendre, mais on ne savait pas si j'allais faire la même chose. Dieu sait qu'on peut faire tout et n'importe quoi en montant un film. Donc les personnes qui ont accepté de témoigner de choses quand même très personnelles, voilà, c'est elles qui nous ont fait ce cadeau incroyable, et à chaque fois c'est tellement sincère, et il y a tellement de joie de vivre ensemble qui est tellement contagieuse. Je pense que les images parlent beaucoup plus que des mots, et on ne peut rien dire contre ça, quoi. Quand on voit ça, ça donne juste envie, et on se rend compte, waouh, on peut être dans un partenariat, on n'a pas besoin d'être dans des rapports conflictuels, c'est pas nécessaire. Et ça vraiment c'est un cadeau incroyable qu'on a tous reçu de toutes ces familles. Et ce que j'aime bien aussi dans le fait que tu aies proposé ce film et que depuis plus d'un an il soit projeté, c'est que je pense réellement que ça a contribué à changer le regard sur l'instruction en famille en France. Et je vois à travers les derniers reportages, les derniers articles dans les revues, que le ton a changé, que le regard a changé. Et puis même dans la rue, quand on croise les gens, de plus en plus cette alternative est connue, même si elle n'est pas forcément choisie, mais au moins ça a participé à le faire connaître. Connu et respecté peut-être, oui. Du coup. Oui, parce que je pense que souvent beaucoup de stigmas sont dus à un manque d'information, de connaissances, donc ce qui est différent fait peur. C'est vrai que quand j'ai commencé à parler de mon projet de film il y a quelques années à des amis ici en France, la réponse qui venait c'est mais t'es rentrée dans une secte. Et ce qui est drôle, c'est que c'est à tel point que souvent des parents qui ont fait ce choix m'ont dit qu'ils ont l'impression que la plus grande secte en France c'est l'éducation nationale, parce qu'on est lobotomisé en fait. On ne peut pas, on n'arrive pas à penser hors paradigme éducation nationale, ce qui n'est pas normal parce que c'est
il existe quand même d'autres possibilités. Donc je pense que c'est en fait un manque d'information, mais aussi c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues qui m'ont dit c'est étrange, je me suis rendu compte que j'étais rebelle pour tout, sauf pour ça. Je n'avais jamais questionné, je n'ai jamais posé la question, c'était incontournable pour moi. Donc ça, je pense que c'est particulier à la France. Il y a aussi le fait que on a l'impression que notre école de la République est supérieure et vraiment excelle en tout domaine. Et en fait, bien évidemment, la réalité est autre. On est en retard par rapport à beaucoup de nos voisins. Quand on voit le dernier rapport de PISA, voilà, c'est même pour des questions de chances égales pour tous, hein, c'est une question qui revient souvent. Malheureusement, en France, l'école augmente les inégalités alors qu'on pense encore qu'elle les diminue. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire, mais il y a énormément de projets fantastiques en France. Et de choses déjà en place. Il y a le lycée autogéré de Paris qui est une expérience de l'éducation nationale depuis 35 ans, je crois. Mais il y a de nouveaux projets comme l'école dynamique de Ramin Farangui qui ouvre ses portes en septembre sur le modèle de Summer Hill. Donc, ce sont des lieux où on peut faire l'apprentissage autonome à l'école. Voilà, suivre le rythme des enfants, sans horaire, sans notes, sans matière. Oui, ce qui paraît tout à fait impensable quand on entend ça pour la première fois, mais voilà. Concrètement, on peut voir toutes les diffusions, enfin les projections en salle sur le site de Être et Devenir. Je mettrai le lien en dessous. Et puis, comme tu disais, le DVD vient de sortir récemment, donc ça aussi on peut l'acheter en sachant qu'effectivement, bon, il y a des bonus, il y a plein de choses qui sont partagées. Il y a combien de langues de sous-titrage Il y a 5 langues plus une piste française sourd et malentendant. Donc il y a de quoi faire. Ceci dit, c'est vrai que ça ne remplacera jamais le côté humain d'une projection et surtout d'un ciné-débat qui suit, enfin, d'échanges avec une personne. Oui, c'est vrai que ça permet d'aller plus loin dans la réflexion ensemble et de créer du lien localement. Donc je présente le DVD qui est donc disponible aux éditions L'Instant Présent et donc on peut la voir par internet. Je mettrai aussi le lien pour que les personnes puissent le trouver. Au prix, redis-nous. Alors pour la France, c'est 24 € avec les frais d'envoi inclus. D'accord. Et puis sinon, vous pouvez l'envoyer aussi à l'étranger. Et sinon, on l'envoie partout. Après, je pense que c'est Europe 3 en plus et le reste du monde 5. Après, voilà, je pense que c'est ça. Bon, super. Est-ce que tu voudrais juste dire, transmettre un message que tu voudrais transmettre aux personnes qui regardent la vidéo par rapport à ton chemin et tout ce que tu as pu voir et découvrir? Enfin, quelle est pour toi l'essence même de toute cette quête? Oui, en fait, beaucoup de parents dont l'enfant est en souffrance à l'école nous disent que c'est quand même un gros cap à franchir que de l'écouter, de dire ok, on essaye sans école, ne serait-ce que pour un temps. Mais à la fois, s'ils voient leur enfant vraiment souffrir, bien sûr, leur envie, c'est de l'écouter. Mais que faire avec cette anxiété? Et ce que j'ai vraiment vu de mes propres yeux partout où je suis allée, c'est que l'enfant apprend ce qu'il a besoin d'apprendre au moment présent. Et finalement, si on n'interfère pas, si on n'a pas d'attente, si on lui fait réellement confiance, si c'est pas juste quelque chose qu'on dit, mais alors qu'en fait on lui met la grosse pression parce qu'on n'y arrive pas, dans ce cas-là, l'enfant apprend inévitablement et va aller à la recherche de sources d'apprentissage, de ce dont il a besoin à ce moment-là. Donc je pense que oui, il faut travailler sur soi, mais on peut faire confiance à l'enfant. Merci beaucoup Clara, vraiment merci à toi d'avoir pris du temps pour cette interview. J'espère qu'à travers les échanges que nous avons eus, les personnes qui regarderont cette interview auront à cœur de voir ce beau film et puis qu'ils puissent après cheminer
dans leur réflexion. Et pour des pistes de lecture, en fait, on a une page ressources sur le site êtreetdevenir.com sur laquelle sont listés tous les livres qui sont soit cités dans le film, soit qui ont été écrits par des personnes qui sont dans le film. Et c'est une bonne base pour commencer. C'est les auteurs que j'ai pu lire en premier aussi. Et voilà, ce sont de belles découvertes. Merci beaucoup, Clara. Merci à toi, Paula. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres interviews et d'autres vidéos. D'ici là, comme d'habitude, je vous invite à partager cette vidéo pour faire connaître l'instruction en famille et les apprentissages informels à travers le film de Être et Devenir, à aimer la page, être informé des futures vidéos, et je vous dis à très bientôt. Encore merci. Au revoir.